Ça, c'est le bruit que j'ai entendu tous les dimanches soirs pendant 6 ans. Le bruit des valises à roulettes sur le béton. Le bruit des étudiants et des étudiantes qui reviennent de leur week-end chez papa-maman pour passer la semaine dans leur chambre exiguë d'une colocation partagée avec 5, 8 ou même 12 autres étudiants. Tout ça pendant 6 années à Louvain-la-Neuve, dans la plus belle ville du monde. Louvain-la-Neuve. Une fiction audio en 6 épisodes, produite par Lucé Louvain et réalisée par Louis Escoufflet. Épisode 1. Tu ne dors jamais la nuit. Je suis arrivé à Louvain-la-Neuve en 2015, j'avais 18 ans. J'étais venu faire mes études de kiné en Belgique, comme beaucoup d'autres étudiants français chaque année. On m'avait dit que les études y étaient moins chères, que les cours y étaient meilleurs qu'en France, et surtout, qu'on ne devait pas passer le concours de première année ultra difficile qui est imposé à toutes les filières du domaine de santé en France. Avec tous ces arguments, j'avais convaincu assez rapidement mes parents de m'envoyer en Belgique pour quelques années. Louvain-la-Neuve, c'est pas du tout une ville comme les autres. Si vous vous baladez en soirée dans le centre-ville, vous tomberez à chaque coin de rue sur des étudiants qui font la fête, allant d'un comptoir de bar à l'autre. Si vous vous y promenez en journée, vous verrez à toute heure des étudiants avec des bacs de bière à la main, croisant la route d'autres étudiants qui se dépêchent pour aller en cours. Le premier jour, après 5 heures de train depuis ma Normandie natale, je dépose mes valises dans mon cote. Un cote, c'est le nom qu'on donne en Belgique pour ces petits logements dans lesquels viennent s'entasser des milliers d'étudiants. J'ai été placé par le service logement de l'université, dans une colocation de 6 personnes, en plein cœur du quartier de Locaille. Le quartier nord de Louvain-la-Neuve, 15 mètres carrés. 4 murs, un lit, un bureau, une garde-robe, un lavabo. La cuisine et la douche sont partagées avec 5 autres personnes, 2 filles et 3 garçons. Ce ne sera que quelques années plus tard que je réaliserai que c'est peut-être à ça, au fond, que ressemble le paradis. Première rencontre dans mon cote, j'ai de la chance. Une étudiante prénommée Clara commence elle aussi des études de kinésithérapie. Clara, c'est une de mes cocoteuses. C'est comme ça qu'on appelle ces colocs en Belgique. Dès la première semaine, elle me présente à ses potes de cours, elle me guide vers les bons auditoires. Elle m'explique qu'un auditoire, en fait, c'est la même chose qu'un amphithéâtre. Mes autres cocoteurs font tous des études différentes. Il y a un futur psychologue, une future avocate, un futur ingénieur civil, un futur linguiste. Ils sont tous en première ou deuxième année, mais certains sont déjà plus vieux que moi. Au début, j'avais un peu peur de me sentir seul, dans ce pays où j'avais jamais mis les pieds avant, laissant derrière moi tous mes amis de lycée. Finalement, je dois avouer que je les ai assez vite oubliés. Mais bon, être le seul français au milieu de 5 Belges, c'est pas toujours facile à vivre. On s'en prend plein la gueule au quotidien, on se fait tout le temps charrier. Heureusement, ils m'ont vite adopté. Une fois qu'ils ont compris que je n'étais pas comme tous les autres Français, comme ils disent. Dans le cote, on a rapidement mis en place un système de charge commune. Cette semaine, Clara sort les poubelles, Hicham nettoie la cuisine, moi je m'occupe de nettoyer les essuie-vaisselle, comprenez serviettes. Et c'est Basile qui prépare le traditionnel repas communautaire du mardi. Mais, vous le devinez, même avec la meilleure volonté du monde, ce petit système n'a pas tenu plus de 2 semaines. Heureusement, aucun d'entre nous n'est vraiment maniaque, donc ça va. On finit par s'habituer à enjamber les canettes de bière vide qui traînent au sol, à esquiver les taches de sauce tomate sur la cuisinière, à faire comme si le dernier rouleau de papier toilette n'était pas en train d'arriver à sa fin depuis 3 semaines. Ce désordre constant, il est principalement dû à un concept bien belge auquel mes cocoteurs m'ont initié dès mon arrivée, et auquel j'ai mis très peu de temps à adhérer. La guindaille. Derrière ce drôle de nom se cache une idée assez simple. Guindailler, c'est faire la fête dans une ambiance de fête de village, mais sans le chapiteau et sans les vieux. Entouré d'étudiants que tu connais ou que tu connais pas encore, en chantant du Kyo, du Louise Attaque ou des chants estudiantins, et ce toujours avec de la bière pas loin. Beaucoup de bière. Les prétextes à boire de la bière sont nombreux à Louvain. Repas entre cocoteurs, on traque. Anniversaire, santé. T'as soif et t'as fini ta journée de cours. Allez, on s'affonne. Ah oui, parce que je vous ai pas parlé de l'afon. L'afon, c'est ce rituel belge qu'on retrouve au cœur de toute bonne soirée étudiante, et qui consiste à boire sa bière cul sec. Le but est de le faire le plus vite possible pour passer alors la bière suivante.
Au début, j'ai un peu de mal à suivre la cadence, mais plus les semaines passent, et plus les guindailles s'enchaînent, plus je parviens à phoner sans gléter. Encore un nouveau mot étudiant que j'ai appris à mes dépens. Il y a une question que je me suis posée plusieurs fois à Louvain-la-Neuve. Comment ça se fait que tant de mots uniques se soient créés autour de cette ambiance si particulière de la vie étudiante ? Pour y apporter des réponses, ma cocoteuse Hélène, qui étudie les langues romanes, m'a amené à écouter une conférence donnée par un de ses professeurs de linguistique. Cédric Ferron est professeur de linguistique informatique à l'UC Louvain, spécialisé en lexicologie. Il s'intéresse notamment à la manière dont les nouveaux mots entrent dans la langue française. Tout groupe social développe d'une manière ou d'une autre une partie de langage qui lui est propre. C'est d'ailleurs le propre de ce qu'on appelle le sociolecte, c'est l'ensemble des formes et moyens d'expression d'une langue qui est caractéristique à une population donnée. Donc évidemment, la population de Louvain n'y échappe pas. C'est un moyen de reconnaissance entre les personnes qui font partie de ce groupe. C'est quelque chose qui s'exprime tant sur le plan lexical que sur le plan aussi syntaxique, parfois avec des expressions qui sont typiques. On a l'habitude de mentionner l'argot comme étant un type de sociolecte bien particulier, des bandits entre guillemets qui se mettent en marge de la société. Ici, on a un sociolecte qui est celui des étudiants de manière générale. Je crois qu'on est aussi dans un univers où le folklore a une grande importance, grande tradition, et donc ce folklore qui est très présent vit aussi au travers d'une tradition orale, et cette tradition orale, elle est aussi portée par des mots, donc on les véhicule, on se les passe de proche en proche et on les garde. Le premier mot qui me vient à l'esprit, évidemment, c'est celui de la fête, c'est la guindaille. Alors, ce qu'il faut tout de suite préciser, c'est que la guindaille, on peut la faire ou on peut l'écrire. Ça, c'est un peu une particularité de Louvain-la-Neuve. Donc, la guindaille la plus connue, c'est la guindaille que l'on fait, c'est-à-dire une fête, souvent bien arrosée aussi, avec éventuellement des chants et toutes sortes de cérémoniales associées. Et donc, à côté de ça, il y a aussi la guindaille que l'on écrit. C'est une espèce de texte humoristique qui détourne en général une chanson bien connue en y collant des paroles en vers ou en prose qui évoquent la vie étudiante, les personnages qui entourent les étudiants, les profs, etc. Et alors c'est un mot guindaille qui est bien sûr vit comme tous les autres mots et qui a donc produit beaucoup de dérivés. Si on pratique la guindaille, on est un guindailleur ou une guindailleuse, puisque c'est une pratique, c'est un verbe aussi, on guindaille, je, tu, il, nous guindaillons, vous guindaillez, il guindaille, etc. Donc c'est un mot qui est vivant. C'est un mot dont l'étymologie n'est pas tout à fait certaine, mais on sent qu'il y a une proximité évidemment avec le mot godaille qui signifie des excès de table, de table et de boisson. Ça c'est un mot français, mais du français populaire, qui a peut-être été altéré sous l'influence picarde avec le mot qu'on entend aussi d'ailleurs dans la entre guillemets guindaille louvaniste, qui est le mot de guins pour beuverie. Voilà, fête alcoolisée, etc. Donc voilà, c'est une des hypothèses de l'origine de ce guindaille, mot wallon, qui est repris par les étudiants avec tant de vigueur. Dès qu'on passe quelques mois à Louvain-la-Neuve, ça devient évident. La fête et l'étude sont les deux nerfs de la guerre des étudiants belges. C'est ce cocktail explosif, cet équilibre subtil entre guindaille et révision qui donne tout son sel à la vie étudiante. C'est un peu comme un yin-yang amélioré, où le yin serait le liquide fluo des surligneurs stabilo, et où le yang serait la bière la moins chère du supermarché. Si on passe ces journées à étudier, on risque de déprimer et passer à côté de tous les plaisirs qu'offre cette ville unique. Mais si on ne sait pas s'arrêter à temps, on risque de rater ses examens et gâcher son année. Car oui, on est d'abord et avant tout là pour travailler. Ça fait bientôt 3 mois que je suis en Belgique, et mes cours arrivent bientôt à leur terme. On est en décembre, en semaine 13, et la guindaille s'est calmée. Avec mes cocoteurs, on boit parfois encore un verre le soir, mais la plupart du temps, tout le monde étudie. On travaille en bibliothèque, c'est plus facile pour se concentrer. Certains n'ont pas assisté à tous leurs cours et sont pris de panique, puisqu'ils ont 3 mois de matière à rattraper. Moi, je suis prévoyant. Quand tous mes potes rentraient chez eux à chaque week-end pour voir leur famille, je passais le samedi et le dimanche dans ma chambre à rédiger des synthèses pour chacun de mes cours. Mes parents habitent trop loin pour que je puisse rentrer tous les vendredis soirs. Et quand j'entendais le bruit des valises le dimanche soir, c'est alors que je savais que la vie pouvait reprendre. Alors oui, je me suis bien amusé tout au long du quadrimestre, mais au moins, je me sens fin prêt pour le blocus. Le blocus, c'est un autre concept dont je n'avais jamais entendu parler avant d'arriver en Belgique. Avant le début de la période d'examen, les professeurs accordent 2 semaines libres aux étudiants pour réviser. 2 semaines, pendant lesquelles tous les étudiants travaillent sans relâche, dans leur cote, avec leurs amis ou à la maison auprès de leur famille. D'ailleurs, Cédric Ferron avait aussi expliqué d'où vient l'utilisation du mot blocus chez les étudiants belges.
Alors un autre exemple qui revient régulièrement et périodiquement à l'actualité, par exemple, c'est celui du mot blocus, hein, une période de congé qui en Belgique fait référence à cette période qui précède les examens et pendant lesquels les étudiants et étudiantes s'isolent pour étudier avec beaucoup d'intensité. Évidemment, le sens premier de ce mot, c'est couper un port, un pays, l'isoler, l'empêcher de communiquer avec l'extérieur. Donc on voit bien ici la proximité sémantique qui reste bien compréhensible. Et donc le blocus, c'est ce moment où on s'isole pour étudier. Évidemment, c'est un mot qui, lui aussi, s'est inséré dans une famille morphologique avec toutes sortes de dérivés. Le blocus, c'est la période où on bloque, hein, c'est un verbe, le verbe bloquer. Quand on pratique cette activité, c'est la bloc, c'est cette activité qui consiste à étudier de manière intensive. Et alors, on a aussi même des événements maintenant qui sont particuliers comme Pâques en bloc, un blocus encadré qui est organisé pendant les vacances de Pâques pour aider les étudiants et étudiantes à se préparer. Moi, j'ai choisi de rentrer en France pour les fêtes. J'étais déjà retourné voir ma famille une fois à la fin du mois d'octobre. Le trajet en train était long, mais j'étais content de passer un week-end avec eux. Mais là, à Noël, passer 2 semaines avec mes parents et avec Mathéo, mon petit frère de 13 ans, j'avoue que je redoute un peu. Après quelques mois à Louvain-la-Neuve, je sens que j'ai changé, que j'ai grandi. Mes parents le sentent aussi, je suis devenu plus mature d'après eux. Et puis, j'ai plein d'histoires de cours et de guindailles à leur raconter, même si je suis forcé de leur cacher certaines anecdotes dont je suis un peu moins fier. Ce qui se passe à Louvain-la-Neuve reste à Louvain-la-Neuve. Le blocus est difficile. Difficile de se lever le matin pour étudier, de passer la journée assis devant ses cours, de se coucher tôt pour être en forme pour une nouvelle journée d'études le lendemain. Ce cycle me paraît infernal au bout de quelques jours. La veille de Noël, je me rends compte que j'ai accumulé beaucoup trop de retard sur mon planning. Je me retrouve à devoir travailler toute la soirée. Je regarde l'heure sur mon téléphone. Il est 3h du matin. 3h! C'est l'heure à laquelle d'habitude à Louvain je rentre de soirée. On peut dire que la vie étudiante c'est une vie nocturne, dans la fête comme dans l'étude. Une fois le nouvel an passé, il me reste plus qu'une petite semaine et j'ai pas encore le temps d'étudier tous mes cours. Mes parents sont petits soins pour moi, mais ils voient bien que ça va pas trop. J'ai l'impression que ça fonctionnera jamais, que je pourrai pas tout retenir. Il y a trop de matière dans mes cours et pas assez de place dans ma tête, pas assez de temps pour tout faire rentrer. Le stress m'envahit de plus en plus et j'arrive plus à me concentrer. Je pense plus qu'aux examens qui se rapprochent et au naufrage inévitable qui s'annonce. Sur Messenger, je discute avec Clara, ma cocoteuse qui est aussi en première année de kiné. Elle me partage une vidéo sur la gestion du stress en blocus. Mickaël de Clercq, chercheur en psychologie à l'UC Louvain et spécialiste de la pédagogie universitaire, donne des conseils hyper utiles pour gérer son stress en blocus ou dans d'autres types de périodes particulièrement stressantes. Donc pour moi, il y a plusieurs conseils pour pouvoir gérer le stress pendant le blocus. La première chose, c'est qu'il faut pouvoir comprendre la source du stress et d'où vient ce stress. Et habituellement, ce stress, il vient de l'entièreté de la matière qu'on doit pouvoir emmagasiner. Et toute cette question de se dire, j'ai tous ces examens à pouvoir gérer de front et à pouvoir essayer de réussir de front. Et donc la première chose à faire par rapport à cette gestion du stress, c'est pouvoir se donner des indicateurs qui vont pouvoir nous dire si on est sur la bonne voie ou sur la mauvaise voie. Donc concrètement, très bien structurer son travail. Et quand je dis structurer son travail, c'est pas juste le structurer en termes de moments précis qu'on va dévouer à certains cours, mais plus précisément structurer son travail en sous-objectifs précis. Pas se dire pour la fin de la semaine, je dois avoir étudié le cours de psychologie, par exemple. L'idée, c'est de le structurer en sous-objectifs, en se disant tiens, aujourd'hui, comment est-ce que je pourrais être sûr que j'ai bien avancé et pouvoir poser des sous-objectifs. Tiens, avoir finalisé ce chapitre-là, m'être testé sur tel et tel exercice et avoir ce genre de sous-objectifs qui vont permettre d'amener ce qu'on appelle un circuit de récompense. Et donc, quand on est stressé, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment de feedback par rapport à notre capacité à réussir la situation. Et donc, en mettant un circuit de récompense de cette manière-là, on va pouvoir proposer des indicateurs qui vont, je dirais, déconstruire la tâche et nous montrer qu'on est progressivement sur la bonne voie. Et donc, au plus on arrive à s'auto-donner des feedbacks sur notre avancement, et donc arriver à développer un vrai circuit de récompense avec des petites expériences de maîtrise progressive, au plus on va prendre confiance et au plus le stress va pouvoir se gérer. Ça, c'est plutôt pour la gestion du stress, je dirais cette sensation générale qu'on peut avoir quand on se dit « Waouh, je vais devoir gérer tous mes examens d'un coup ».
les étudiants qui ont vraiment une grande difficulté à pouvoir gérer leur stress quotidiennement, c'est des personnes qui n'arrivent pas à un moment à se récompenser et donc à se dire tiens, aujourd'hui j'ai bien travaillé, aujourd'hui j'ai réussi à bien développer certains éléments et en fait j'ai avancé dans mon processus de réussite. Ce qui est dangereux d'un point de vue cognitif avec le stress, c'est de rester dans une boucle fermée où on se dit ok, j'ai avancé mais j'aurais pu faire mieux et finalement j'ai pas avancé autant que je voudrais et rester dans une boucle négative comme ça et ne pas réussir à se récompenser. Sans se récompenser, en fait, on se met à mal cognitivement et finalement, ce stress se renforce et se renforce encore. Et donc, c'est important de pouvoir se trouver des moments de récompense et peut-être aussi, pour pouvoir les quantifier, d'avoir des objectifs qui permettent de se dire « Ok, j'ai atteint cet objectif-là, je peux me récompenser, je suis content de ce que j'ai pu faire aujourd'hui. » Et du coup, je mets en place une activité qui est une activité de divertissement, qui est une récompense. Donc oui, c'est un côté très pavlovien, mais Pavlov ne disait pas que des bêtises. Ce qu'il y a aussi derrière cette gestion du stress et derrière ce blocus, c'est que c'est une période particulière pour l'étudiant où il va être pendant 2-3 semaines à être uniquement focalisé sur de l'étude, ce qui peut avoir deux aspects, un aspect très lassant mais surtout un aspect assez fatigant. Et donc cette fatigue qui s'accumule, c'est aussi je dirais un facteur de fragilité par rapport au stress. Et plus on est fatigué et plus on a tendance à rentrer dans cette dynamique où on ne fait qu'étudier et où on ne fait même plus attention à ce qu'on mange, ou si on mange correctement, si on dort correctement, au plus on va être dans une situation qui physiquement n'est pas bonne et qui va nous sensibiliser au stress. Et donc je pense qu'un autre conseil qu'il y a là derrière, c'est d'essayer de bien veiller à garder cet équilibre de vie et donc à bien dormir, mais aussi à avoir une alimentation saine et équilibrée qui vont éviter d'avoir complètement ce décalage et cette difficulté physique qui va accroître cette sensation de stress. Derrière ça, précisément au niveau de l'alimentation, il y a un point qui est je dirais une épée à double tranchant, c'est tout ce qui est les boissons psychoactives du type café, Red Bull, etc. On se dit que au plus on va boire du Red Bull, au plus on va pouvoir être concentré sur une tâche et être performant en termes d'études, ce qui dans une certaine mesure peut être vrai, mais dans la plupart des cas, les étudiants en abusent et finissent par finalement s'épuiser, à rester, et à travailler beaucoup trop longtemps et à finalement avoir un contre-coup qui va encore augmenter ce stress et cette anxiété. Donc il faudra faire attention à cette deuxième facette qui pour moi est, je dirais, l'équilibre sain de vie. Le troisième point qui pour moi me semble nécessaire, c'est ce que j'appellerais le rééquilibrage entre tension psychologique et tension physique. Ce qui se passe pendant un blocus est quand même vraiment particulier. Ce qui veut dire qu'on va être dans une situation où on va passer 3 semaines à ne faire quasiment qu'étudier. Tout le quotidien va être autour de l'étude et autour du travail. Ce qui veut dire qu'il y aura une tension psychologique et une fatigue psychologique assez importante et assez exceptionnelle que le corps n'a jamais vraiment vécu à ce niveau-là. Par contre, au niveau physique, on est dans un global total relâchement. On va très peu bouger sur la journée et finalement, on va faire très très peu de choses d'un point de vue activité motrice, je veux dire. Et dans ce cas-là, ça peut avoir déclenché au niveau du système nerveux cette espèce d'accroissement du stress latent, parce qu'en fait, le corps a énormément d'énergie motrice qu'il n'a pas dépensée, mais en même temps a énormément de contraintes psychologiques. Et ce déséquilibre va complètement jouer sur l'augmentation du stress. Donc, une des possibilités également là derrière, c'est de pouvoir garder ça en tête et pouvoir se préparer et s'organiser des vrais moments pour pouvoir un petit peu se vider la tête et aussi se dépenser d'un point de vue moteur. Ne serait-ce que sortir un petit peu, aller un petit peu courir, faire un petit peu de sport. On peut penser que c'est une perte de temps, mais pas du tout, parce que ça va permettre de rééquilibrer légèrement ce déséquilibre entre tension psychologique et tension motrice. Je sens déjà que les conseils de Michael de Clercq m'aideront beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est qu'il explique que certains individus ont plus de difficultés à gérer leur stress que d'autres. On n'est pas tous égaux face au stress. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus sensibles. D'ailleurs, quand on regarde un petit peu dans les traits de personnalité, donc dans la littérature sur la personnalité et psychologie de la personnalité, la grande littérature et donc les grandes théories sur la personnalité des 5 grands facteurs de personnalité identifient un des facteurs comme étant le névrosisme. Et le névrosisme, c'est globalement la capacité, enfin pas la capacité, mais la sensibilité naturelle à être,
touché par le stress, anxieux de nature et en difficulté par rapport à cette gestion, je dirais, de ces aspects de stress et de tension. Et c'est un des 5 grands piliers de la personnalité qui est assez stable dans le temps. Ce qui veut dire qu'une personne par rapport à une autre sera plus ou moins sensible au stress, mais une personne par rapport à une autre sera aussi, je dirais, différente dans la façon de pouvoir le gérer, de pouvoir s'en servir pour que ce soit un levier et éviter que ça devienne un frein à l'étude, quoi. Donc il faut pouvoir se connaître pour pouvoir avancer là-dessus, et c'est ça toute la difficulté du blocus, c'est qu'on n'a jamais eu d'entraînement par rapport à ça préalablement, et qu'on est confronté directement à une tâche extrêmement difficile. Il n'y a pas de pré-entraînement petit à petit. Donc c'est comme si dans un jeu vidéo, on passait du niveau 0 au niveau 100 en une fois. C'est compliqué. Et donc on doit recommencer plusieurs fois la partie. Donc c'est ça qui peut arriver dans certains cas. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a plus tendance à avoir des hauts niveaux de névrosisme chez les filles. Donc c'est potentiellement un facteur de fragilité pour le public féminin. Mais la bonne nouvelle, c'est que même si c'est stable dans le temps, c'est quelque chose qui peut progressivement se développer et progressivement se travailler. Je pense que c'est important de pouvoir savoir si c'est un facteur de fragilité chez nous et comment est-ce qu'on peut le développer et comment est-ce qu'on peut apprendre à le gérer progressivement, quoi. Les conseils de Michael de Clercq m'aident vraiment à terminer mon blocus de manière sereine. Je fais davantage de pauses, je vais promener le chien en écoutant un podcast, je joue à la console avec mon petit frère, et quand les examens arrivent enfin, je me sens prêt. Mon premier examen, c'est anatomie générale. Une fois tous les étudiants installés dans l'auditoire, on est enfin autorisé à retourner notre copie. Je découvre les questions d'examen et tout à coup ma gorge se noue. Dans ma tête, les réponses des questions à champ multiples se mélangent. Et rien ne semble plus correspondre à ce que j'ai appris. Pourtant, j'ai étudié, je connais la matière. Qu'est-ce que j'ai foiré ? Je me suis donné à fond pendant 2 semaines. Pourquoi est-ce que tout me paraît si compliqué ? Les examens s'enchaînent et se ressemblent. Quelques-uns se passent bien, en tout cas, j'en ai l'impression. Mais lorsque je découvre mes résultats, début février, 2 semaines après le dernier examen, j'apprends que j'ai raté 5 examens sur 7. Je suis totalement découragé. Heureusement, mes cocoteurs sont là pour me remonter le moral. Clara, elle a tout réussi, sauf l'examen d'anatomie. Dès le premier jour du second quadrimestre, on refait la fête aux côtes, pour se retrouver, pour oublier peut-être. J'apprends que je pourrais repasser les examens que j'ai échoués à la prochaine session de juin, et je pourrais même les passer une 3e fois en août si nécessaire. Clara me dit qu'elle veut bien m'aider à trouver une méthode de révision plus efficace. Je me dis que ça va aller, j'en suis capable, j'en suis sûr. Pendant le 2e quadri, je commence à aller de moins en moins en cours. De toute façon, des synthèses circulent sur les groupes Facebook des étudiants en kiné. Et il suffit de bien les étudier et comprendre la matière. Tout le monde fait ça. Et puis aussi, je passe de plus en plus de temps à faire la fête. L'ambiance de Louvain-la-Neuve m'enivre. J'adore passer de côte en côte et de soirée en soirée. Basile, mon cocoteur, s'est fait baptiser en début d'année. Et il nous emmène régulièrement faire la fête avec les autres membres de sa régionale. Le baptême, comme il l'a expliqué, c'est une sorte de bizutage qui permet de rentrer dans un cercle ou dans une association étudiante. Ça a l'air compliqué. Il essaie de me convaincre de faire mon baptême moi aussi l'année prochaine, mais je sais déjà que c'est pas pour moi. Lors d'une soirée, je rencontre Émilie, une fille plus âgée que moi. Elle est la marraine de baptême de Basile. Celle qui l'a aidé à s'intégrer dans sa régionale en septembre. Le courant entre nous passe plutôt bien, on boit quelques bières ensemble, on discute, elle me demande ce que je fais comme études, si ça me plaît, etc. Je lui raconte mon parcours, mes échecs lors de la session d'examen de janvier. Émilie me rassure, elle a raté sa première année. Maintenant elle est déjà en 3e et tout va bien pour elle. Émilie étudie l'anthropologie. Dans ses cours, elle analyse les populations du monde, la manière dont les hommes interagissent en société. Ses études sont au croisement de l'histoire, de la philosophie et de la psychologie, et d'autres disciplines en lien avec l'être humain. Elle adore voyager, et d'ailleurs elle espère partir au Sri Lanka pour y réaliser son mémoire. Ça fait rêver ce qu'elle raconte. Surtout qu'elle a l'air tellement passionnée par ce qu'elle fait. À côté de ces histoires, mes cours d'anatomie qui commencent déjà un peu à me lasser, paraissent bien fades. Et quand elle me demande à mon tour ce que j'aime dans mes études, je réalise que j'ai beaucoup de mal à lui répondre. Plus le blocus de juin approche, moins mes cours m'intéressent. Un doute s'insinue dans mon esprit. Et si j'étais pas fait pour la kinésithérapie ? J'ai toujours aimé les sciences de la vie et j'adore le sport, du coup faire des études de kiné a toujours été une évidence depuis que je suis ado. Mais quand je repense à la manière dont cette fille me parlait de ses études, mes cours me passionnent pas autant qu'elle, c'est sûr. À vrai dire, je suis plus sûr de vouloir faire ça pendant toute ma vie.
Est-ce que je dois poursuivre ces études de kiné qui me plaisent peut-être pas tant que ça et travailler mieux pour réussir mon année ? Ou est-ce que je devrais suivre cette nouvelle intuition et abandonner ma première année pour me lancer dans une étude totalement différente ? À la fin du mois de mai, pour m'aider à prendre une décision, je prends rendez-vous avec le CIO, le Centre d'information et d'orientation de l'université. Je parle de mes inquiétudes avec Annick Dumoulin, conseillère d'orientation au CIO. Des étudiants en questionnement et en réorientation, il y en a beaucoup. Oui, il y a quand même 40% de réussite en moyenne, plus ou moins dans les hautes écoles et les universités. Alors la réussite, ça ne veut pas dire juste tous ceux qui ont tout tenté pour réussir et qui ont pas réussi. C'est aussi tous ceux qui se sont retrouvés inscrits quelque part et qui n'étaient pas vraiment à l'endroit où ils auraient pu ou dû être, quoi. Ça demande parfois plus de courage de se réorienter que de continuer. Ça, moi, je rencontre quand même pas mal des étudiants. Je suis en ingénieur civil, vous imaginez, j'ai réussi l'examen d'admission. Je suis en médecine et j'ai réussi, moi, le concours. J'ai pu commencer mes études. Et puis là, je vais dire à tout le monde que je vais arrêter. Mais ça le fait qu'à moitié parce que, justement, j'ai réussi. J'ai mis tellement d'efforts quand j'étais en secondaire pour, justement, préparer ces examens. Et là, mes parents sont fiers, tout le monde est fier. Je suis fière de pouvoir dire que j'ai entamé ces études et puis après, j'arrête. Mais pourtant, on en rencontre qui font le bon choix en arrêtant parce que c'est pas parce qu'ils ont réussi ou qu'ils ont les capacités de le faire qu'ils sont faits pour ça ou que c'est la seule voie possible. Donc, on peut être très heureux en faisant complètement autre chose. Et on en a déjà rencontré qui faisaient des réorientations vers des choses beaucoup plus manuelles, du type devenir pâtissier, devenir bijoutier joaillier. Et c'est pourtant des gens qui, oui, auraient pu faire des études universitaires, mais c'est pas une obligation. Hein. Je demande à Annick Dumoulin quelles sont les raisons pour lesquelles certains étudiants changent d'études en cours de parcours. Les raisons principales de la réorientation, alors tu vas avoir tout autant des gens qui ne se sont pas du tout renseignés convenablement quand ils étaient en secondaire, qui n'ont pas fait un vrai travail de réflexion sur eux-mêmes, de prise d'information. Et ça, l'orientation, mine de rien, je prends conscience avec les années que ça demande un travail, c'est un vrai investissement en fait. Tout le monde ne termine pas les études secondaires avec la même conscience de ça. Les mêmes ressources, la même vie familiale, le même soutien à la maison. C'est quelque chose qui demande beaucoup d'organisation, de prise de rendez-vous, de regarder quand il y a des journées portes ouvertes, quand il y a des événements, rencontrer un professionnel, prendre un rendez-vous chez un conseiller d'orientation. Tout ça, c'est de l'organisationnel. Tout ça, ça sort du quotidien. Et donc, quand j'entends autant les parents, parce qu'on fait des ateliers avec les parents aussi, donc je prends conscience aussi de tout ça, je suis parent moi-même, et qu'on voit déjà le quotidien à prendre en charge dans une famille, mais c'est quelque chose qui vient en plus. Donc, ça veut dire que j'ai pleinement conscience que c'est pas toujours évident de trouver le temps et l'énergie pour faire toutes ces démarches, mais si on ne les fait pas, ça veut dire qu'on se base sur des micro-informations, des micro-questionnements sur soi-même. Et pour certains, ça convient et ça marche bien, mais il y en a aussi pour qui ça ne va franchement pas suffire. Donc, tu as déjà toute cette catégorie-là de personnes qui, effectivement, forcément, du coup, se retrouvent dans les études supérieures avec un projet qui est un peu bancal ou un peu fragile. Et c'est-à-dire qu'à la première difficulté, il n'y a pas tellement de sens, il n'y a pas tellement de profondeur à la raison pour laquelle ils sont installés là où ils sont dans leur auditoire. Et donc, très vite, ils remettent en question. Et ça dépend aussi des personnalités. Certains vont s'accrocher, vont être face à l'adversité, vont vouloir mettre 3 fois plus d'énergie pour passer le cap. Et d'autres vont plutôt se dire « Mais mon Dieu, j'ai déjà pas grand-chose à faire là, je ne comprends pas bien les cours, c'est compliqué. » Et donc, du coup, je laisse tomber. Donc, tu as vraiment cette question de personnalité qui intervient quand même dans l'histoire, la préparation, ça c'est certain. Tu as aussi beaucoup d'étudiants, ça il faut quand même pas minimiser, qui ne réussissent pas leurs études alors qu'ils pourraient apprécier le sujet, ils sont peut-être pas mal orientés en soi, mais il y en a beaucoup qui sortent des secondaires en n'ayant pas une méthode de travail ou une force de travail. Parfois, j'ai envie de dire ça, je ne sais pas si le mot est bien compréhensible, mais c'est plutôt se faire un peu mal. C'est travailler quand même plus que ce qu'on avait l'habitude de le faire en secondaire. Et comme beaucoup terminent les secondaires en n'ayant pas beaucoup travaillé, arrivés dans les études supérieures, ils ont un peu la sensation que ça va fonctionner de la même manière. Ça ne fonctionne
pas de la même manière et donc ils se retrouvent dans de réelles difficultés. Et donc ils apprécient ce qu'ils étudient, mais ils mettent pas en place ce qu'il faut. Et donc le taux d'échec, à mes yeux, est quand même aussi clairement dû à ça. Je dirais que tu en as aussi toute une série qui va arriver là en toute bonne foi, en s'étant bien renseigné, etc. et en n'ayant peut-être pas pris conscience qu'il y avait une pression familiale derrière, ou une pression peut-être un peu sociétale, ou qu'ils se sont mises eux-mêmes. Et là, clairement, parfois, ça peut prendre alors du coup un peu plus de temps. Ça va être des gens qui vont peut-être quand même mettre beaucoup d'énergie à réussir et tenter le coup. Et puis, alors, c'est des réorientations qui arrivent plus tardivement. Donc, ce n'est pas nécessairement des réorientations en premier bac. On a plus qu'avant, je trouve, des jeunes qui ne terminent pas leurs études, donc qui vont jusqu'au Master 2, puis qui ne rentrent pas le mémoire, qui vont jusqu'au Master 2 et qui arrêtent vraiment en disant au mois de janvier, genre, j'en peux plus. Et on se dit, mais purée, il reste que quelques mois finalement, donc est-ce que ça ne vaut pas le coup de donner un dernier coup ? Mais ils arrêtent, donc ça arrive aussi, et c'est parfois alors des étudiants qu'on peut peut-être mettre dans cette catégorie de gens qui ont voulu faire ça parce qu'il y avait une pression ou quelque chose dans leur vie qui a fait qu'ils ont cru bon pour eux de s'inscrire dans cette formation-là. Donc, mais ça ne tient peut-être pas sur la longueur. En attendant, je reçois aussi des adultes qui disent avoir fait les études parce qu'il y a eu une pression familiale comme celle-là et qui se disent aujourd'hui, ben voilà, j'ai fait tout ça, pas pour moi, mais aujourd'hui, je veux vraiment refaire quelque chose dont je suis vraiment l'acteur finalement. Et en première personne, je choisis de faire une autre formation. Donc il y en a qui vont jusqu'à terminer leurs études et puis qui travaillent et pendant qu'ils sont dans la vie professionnelle, là se disent, je ne suis pas à ma place. L'entretien avec Annick Dumoulin parvient à me rassurer. Après avoir effectué quelques recherches en ligne, je me décide. Je vais faire des études en sociologie et anthropologie. Oui, j'ai toujours été bon en sciences, j'ai toujours aimé le sport, mais ce que je sens, c'est qu'à travers des études comme celle-là, je pourrais agir à plus grande échelle. Dans quelques années, je pourrais peut-être faire changer les mentalités, faire avancer la société, ou même changer le monde, pourquoi pas. Au mois de mai, quand je rentre en France pour voir ma famille après un quadrimestre entier, je redoute le moment où je devrais leur annoncer que je change d'études. Heureusement, ma mère et mon père acceptent très vite ma décision, et ils me soutiennent dans mon revirement de parcours. Ma mère, elle avait arrêté la médecine après 2 ans pour étudier la littérature. Elle comprend qu'on puisse se tromper. Mais même si je suis ravi qu'elle soit d'accord, il reste un petit souci. Mes études en sociologie et anthropologie, je pourrais très bien les faire chez moi. Il y a une très bonne faculté de sciences humaines ici, ou même à Paris, c'est pas si loin. En tout cas, plus besoin d'aller jusqu'en Belgique pour ça, puisqu'il n'y a pas d'examen d'entrée, ça serait beaucoup plus logique de rester près de ma famille. Quand mes parents m'en parlent, je leur explique que je dois prendre quelques jours pour y réfléchir. Et ils ont raison, si je veux pas étudier la kinésithérapie, ça sert à rien de continuer à Louvain-la-Neuve. Mais pourtant, je sais pas, j'ai pas envie d'étudier dans une autre ville. Enfin, la Belgique, j'ai rencontré des tas de nouvelles personnes, j'ai appris plein de choses. J'ai l'impression d'avoir changé au plus profond de moi. Et tout ça en moins d'1 année. Je sais pas si je pourrais revivre la même expérience ailleurs. Pour le moment, je me sens pas prêt à quitter Louvain. J'ai encore tant de choses à y vivre. Avant les vacances d'été, avec mes cocoteurs, on prévoit de sortir une dernière fois à Louvain-la-Neuve. Le 28 juin, c'est la soirée qu'on appelle le bal des busées. La toute dernière teuf de l'année, avant 2 mois de pause. On commence la soirée dans notre cote, on ramène quelques bacs de carapils et on s'échauffe avec un beer pong et d'autres jeux à boire, à base de gobelets en plastique et de cartes à jouer. Tout le monde a ramené une poignée de copains, et à 22h, chacun y va de sa chanson de guindaille préférée. Sur les coups de 23h, on se décide à monter dans le haut de la ville, là où a lieu la grande soirée. En descendant les escaliers du cote, je me rends compte que je suis déjà bien allumé. Clara, ma cocoteuse, nous a même pas suivis. Elle s'est endormie dans le canapé avant même qu'on ait le temps de quitter l'après-soirée. Il faut croire qu'on n'est pas tous égaux face à l'alcool. Après 15 minutes de traversée du centre, on arrive sur la place des Sciences, sur les hauteurs de Louvain-la-Neuve. Des centaines d'étudiants font la file pour entrer, alors on essaie de se faufiler. Une fois arrivé au bar, on bouscule quelques personnes, puis on parvient enfin à commander 2 cruches de bière.
Il y a tellement de monde qu'il vaut mieux qu'on soit bien équipé pour être sûr de passer une bonne soirée. Les affronts s'enchaînent et plus je m'amuse, plus je perds l'équilibre. On chante, on boit, on danse, on affonne et on boit encore. Il fait étouffant au milieu de tous ces étudiants. Pendant le refrain des lacs du Connemara, je glisse et je me retrouve à terre. Tout le monde autour de moi est mort de rire. Je ris aussi. Je crois que je me suis un peu fait mal au coccyx, mais la douleur passe rapidement. Basile me prend la main et m'aide à me relever. Allez viens, on va se faire vomir là-bas. Vomir, c'est repartir. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. C'est un des nombreux dictons que les étudiants se transmettent d'année en année, même s'ils disent pas toujours la vérité. Un peu comme quand on m'a dit « une bière, c'est 2 tartines ». C'est un mensonge, croyez-moi mon expérience. Basile m'a déjà appris à vomir sur commande. Je rigole en me disant qu'en France, au contraire, ce genre de choses arrive plutôt vers la fin de soirée. Je fais comme lui, je me sens tout de suite un peu mieux. On relève tous les deux la tête, prêt à retourner danser. Mais en revenant, Basile aperçoit son ex-copine qui revenait elle aussi du parking, là où toutes les filles vont pisser pendant la soirée. Elle était avec une amie à elle, une petite brune plutôt mignonne. Dès que Basile croise le regard de son ex, comme d'habitude, il m'abandonne pour passer le reste de la soirée à se disputer avec elle. Il a beau me répéter que c'est fini entre eux, je le croirai jamais. Me voilà, tout seul avec la fille, la brune. L'alcool qui me reste encore dans le sang m'aide à engager la conversation. Toi aussi tu retournes à la soirée ? Et voilà, c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Attends, tu veux dire que vous étiez en train de vomir juste avant qu'on se croise ? Mais c'est dégueu. Ça ne choquait pas à cet âge-là. Bon allez Mathilde, à toi de me raconter comment t'en es arrivé à tomber sur moi. Comment t'as atterri dans cette ville ? Parfois on pleure en juin, non jamais, jamais je ne t'oublierai. C'était la Casa, l'Orchestra, le CI, le festival de la chanson. Mais je pigeais que dalle à toutes ces abréviations. Pris dans la rue, je pissais sur un mur, c'est génial. Tout le monde me disait qu'ici, tout ça est normal. J'ai dit que c'était marrant. Et tout d'un coup, j'étais dans le vent. Louvain-la-Neuve, tu ne dors jamais la nuit. Tu me fais chanter, sans m'arrêter. Chanter sans m'arrêter, on fait toute l'année. Parfois on pleure en juin, mais non jamais, jamais je ne t'oublierai. Louvain-la-Neuve, tu ne dors jamais la nuit, tu me fais chanter sans m'arrêter. On fait toute l'année, parfois on pleure en juin, mais non jamais, jamais je ne t'oublierai. Chanter sans m'arrêter, on fait toute l'année. Parfois on pleure en juin, mais non jamais, jamais je ne t'oublierai. Louvain-la-Neuve, tu ne dors jamais la nuit, tu me fais chanter sans m'arrêter.